Ce contenu vidéo a été réalisé exclusivement pour la chaîne YouTube Force Française. Un sous-marin nucléaire d'attaque coûte des milliards. Il transporte des hommes que personne ne voit, que personne n'entend, qui frappent et disparaissent. Imaginez maintenant que les SEALs américains, référence absolue des forces spéciales, refusent discrètement certains exercices d'opposition. Pas contre les Russes, pas contre les Chinois, contre une unité française, les commandos marines. Une force de quelques centaines d'hommes, héritière des fusiliers de Kiefer. Trop discrète pour faire la une, trop efficace pour être ignorée. Aujourd'hui, on vous explique pourquoi cette unité méconnue impose le respect aux meilleurs guerriers de la planète. Et pourquoi les chiffres parlent. Pendant des décennies, une certitude a dominé le monde des forces spéciales. Les SEALs américains seraient l'étalon or absolu, les meilleurs, intouchables. Aucune unité occidentale ne pourrait sérieusement les inquiéter en confrontation directe. Cette idée s'est imposée par le cinéma, par la communication, par le poids du budget militaire le plus lourd de la planète. Plus de 800 milliards de dollars par an. Une machine de guerre sans équivalent. Et pourtant, ce mythe a vacillé. Pas dans un film, dans un exercice réel, conjoint, entre alliés. Lors d'entraînements combinés en Méditerranée et sur des théâtres africains, plusieurs incidents ont changé la perception. Des commandos marines français neutralisant des scénarios pensés par et pour les opérateurs américains. Infiltration non détectée, extraction plus rapide que prévu. Posture défensive contournée. Les rapports d'exercice restent classifiés, mais la conclusion circule dans les unités concernées. Face aux commandos marines, on ne gagne pas facilement. Et parfois, on ne gagne pas du tout. Qui sont ces hommes? L'histoire commence le 6 juin 1944. Sur la plage de Sword, en Normandie, 177 fusiliers marins commandés par Philippe Kiefer débarquent aux côtés des Britanniques. Ils sont les seuls Français à fouler le sable ce jour-là. De cet héritage naît une culture, autonomie, discrétion, efficacité absolue. Aujourd'hui, les commandos marines forment une force d'élite structurée en plusieurs groupements spécialisés. 7 unités, chacune avec une fonction précise. Hubert pour le combat sous-marin. Trepel, Jobert, de Penfentegno, de Montfort pour l'assaut et la reconnaissance. Kiefer pour la guerre électronique et les nouvelles technologies. Ponchardier pour l'appui opérationnel. Quelques centaines d'opérateurs seulement, mais une efficacité qui dépasse largement leur nombre. Ces hommes ont combattu au Mali, en Syrie, en Afghanistan, en Somalie, dans le golfe de Guinée. Libération d'otages, renseignements profonds, frappes ciblées. Le commando Hubert a mené des opérations sous-marines dont les détails ne seront jamais publiés. Voilà la réalité française, discrète, mortelle, sous-estimée. Maintenant, entrons dans le concret. Comment forme-t-on un commando marine? La sélection est l'une des plus dures au monde. Le stage commando dure environ 6 mois. Le taux d'échec dépasse 70%. Sur 100 candidats volontaires, déjà triés parmi les meilleurs fusiliers marins, moins de 30 obtiennent le béret vert et le poignard. Privation de sommeil, froid extrême, marche sous charge de plus de 40 kg, test psychologique permanent. On ne cherche pas le plus fort physiquement, on cherche celui qui ne lâche jamais, même quand son corps a déjà abandonné. La doctrine française repose sur un principe rare, l'autonomie totale. Un commando marine est entraîné à opérer en petite équipe, loin de tout soutien, sans relais logistique massif, parfois pendant des jours. Mer, terre, air, milieu urbain, jungle, désert. Polyvalence intégrale. C'est ici que naît la première différence avec les SEALs. Le SEAL américain est un guerrier exceptionnel. Personne ne le nie. Sa formation, le fameux BUD/S, est légendaire. Sa puissance de feu est écrasante. Son intégration au renseignement américain est inégalée. Voilà les forces. Mais voici la faille. Le SEAL dépend d'un appareil colossal. Soutien aérien permanent, logistique lourde, chaîne de commandement dense. Cette machine est sa force en guerre totale. Elle devient son poids en mission discrète et isolée. Couper le réseau et l'opérateur américain perd une partie de ses avantages. Le commando marine, lui, est conçu pour le vide. Pas de réseau, il continue. Pas de soutien aérien, il s'adapte. C'est une autre philosophie du combat. Là où l'Américain apporte la puissance, le Français apporte la furtivité et l'indépendance. En exercice fermé, sans la cavalerie technologique derrière, l'équilibre se déplace.
et il se déplace vers Paris. Prenons les chiffres. Former un SEAL coûte, formation initiale et spécialisation comprise, plusieurs millions de dollars par opérateur. Le maintien en condition opérationnelle ajoute des centaines de milliers de dollars par an. Le coût de formation la commando marine reste nettement inférieur, tout en produisant un opérateur d'un niveau équivalent en compétences de base. Le rapport efficacité par euro investi penche clairement en faveur du modèle français. Moins d'hommes, moins de budget. Résultats comparables, parfois supérieurs en mission isolée. Comparons aussi avec une autre référence mondiale, le SAS britannique. Le SAS est redoutable. Sélection impitoyable dans les Brecon Beacons. Expérience de combat immense. Discrétion exemplaire. Voilà les forces. Mais le SAS est avant tout une force terrestre. Sa dimension maritime existe via le SBS, une unité distincte. Le commando marine, lui, fusionne nativement la maîtrise de la mer et de la terre dans une même culture. Cette intégration mer-terre, héritée directement de la marine nationale, donne aux Français une polyvalence amphibie que peu d'unités au monde possèdent. 3 forces spéciales, 3 philosophies, une seule conçue pour tout faire, seule, partout, sans béquille. Ce n'est pas une opinion, c'est une question de doctrine, et la doctrine décide des résultats. Mais un commando ne combat jamais seul dans le vide stratégique. Sa vraie puissance vient de son intégration. Et c'est ici que le modèle français révèle sa profondeur. Les commandos marines sont adossés à toute la marine nationale. Sous-marins nucléaires d'attaque de classe Suffren, frégates multimissions discrètes, bâtiments de projection et de commandement, drones aériens et navals. Une chaîne complète, souveraine, conçue par la France, pour la France. Le sous-marin nucléaire d'attaque change tout. Il peut déposer une équipe de plongeurs du commando Hubert à proximité d'une côte hostile, en immersion totale, sans la moindre signature détectable. Profondeur, silence, patience. L'ennemi scrute le ciel et la mer, il ne voit rien. Les opérateurs sont déjà à terre. Cette capacité, peu de nations la maîtrisent réellement. La France en fait partie. Imaginez maintenant le scénario. Ce n'est pas de la science-fiction, c'est un scénario réaliste, conforme aux capacités réelles décrites. Port hostile, façade méditerranéenne, nuit noire. 6 otages occidentaux retenus par un groupe armé de 40 combattants. Tour de contrôle, mitrailleuse lourde, patrouille toutes les 15 minutes. Une intervention classique signifierait des pertes. La France choisit une autre voie. 23 heures. Un sous-marin de classe Suffren stationne au large, indétecté. 8 nageurs de combat sortent du sas. L'eau est à 14 degrés. Ils progressent en circuit fermé, sans une seule bulle en surface. 23h47. Première palme posée sur la digue. Aucune alerte. Les drones de la frégate, à 30 km, ont déjà cartographié chaque sentinelle. L'information remonte en temps réel vers l'équipe. 0h12. Les sentinelles extérieures sont neutralisées. Sans bruit. 2 gardes tombent près du quai, silencieusement. Le périmètre s'ouvre. 0h19. Assaut du bâtiment principal. 4 opérateurs entrent. Lunettes thermiques. Tirs précis et brefs. En 90 secondes, 9 combattants ennemis sont hors de combat. Les otages sont localisés au sous-sol. 0h26. Extraction. Les 6 otages remontent vers le quai, encadrés. L'ennemi comprend enfin. Trop tard. Une venette rapide surgit déjà. 0h34. Tout le monde est à bord. Le sous-marin récupère l'équipe au large. Bilan, 6 otages libérés, 0 perte côté français, 40 minutes du premier contact à l'exfiltration. Un dispositif ennemi de 40 hommes mis hors course par une équipe de 8. Dans le cadre des exercices réels qui ont inspiré ce type de scénario, les observateurs américains ont parfois interrompu la simulation. La performance dépassait les paramètres prévus. Voilà ce que voient les SEALs quand ils étudient les commandos marines. Voilà pourquoi le respect existe. Voilà pourquoi le duel s'évite. Maintenant, le sens stratégique de tout cela. Car derrière ces hommes, il y a une idée plus grande, la souveraineté. La France forme ses propres élites, sur son sol, selon sa propre doctrine, avec ses propres outils. Sous-marins français, frégates françaises, renseignements français. Quand Paris décide une opération, Paris n'attend l'autorisation de personne. Cette indépendance a un coût, mais elle offre une liberté que beaucoup de nations ont abandonnée en s'en remettant entièrement à Washington.
C'est là toute la différence. Une force spéciale efficace, mais dépendante d'un allié, n'est jamais totalement libre de ses choix. Une force spéciale efficace et souveraine peut agir partout, à tout moment, dans l'intérêt strict de sa nation. Les commandos marines incarnent cette seconde voie. Discrète, autonome, décisive. Et le rayonnement dépasse nos frontières. La France forme aujourd'hui des unités spéciales étrangères, en Afrique, au Moyen-Orient, en Europe. Le modèle français s'exporte. Ce qui était un héritage devient une référence. Ce qui était une fierté nationale devient un standard partagé. Résumons le chemin parcouru. D'un mythe d'invincibilité américaine totale à une réalité où l'élite française impose le respect. D'une force méconnue née sur une plage de Normandie à une référence mondiale des opérations spéciales. D'une nation simple consommatrice de sécurité à une nation productrice et exportatrice de son propre savoir-faire militaire. Voilà pourquoi certains SEALs évitent l'opposition directe avec les commandos marines. Non par crainte irrationnelle, mais par lucidité professionnelle. Quand on connaît la sélection à 70% d'échecs, la doctrine d'autonomie totale, l'intégration sous-marine et le rapport coût-efficacité, on comprend. Ces hommes ne sont pas des partenaires ordinaires, ce sont des adversaires que l'on préfère avoir à ses côtés. Quelques centaines d'opérateurs, un héritage de 1944, une souveraineté intacte, et une efficacité qui parle d'elle-même, sans bruit, sans communication tapageuse, sans cinéma. Juste des résultats. Alors, à votre avis, dans un monde où les conflits deviennent plus discrets, plus rapides, plus technologiques, le modèle français d'autonomie totale est-il l'avenir des forces spéciales? Dites-le en commentaire. Votre analyse nous intéresse vraiment. Si cette plongée dans l'élite française vous a appris quelque chose, abonnez-vous à la chaîne. Likez cette vidéo pour soutenir ce travail. Et restez avec nous. La prochaine analyse pourrait bien changer votre regard sur la puissance militaire française.